Dans la première partie de Petit meurtre entre riches, Les enfants avaient laissé des empreintes de pieds et de mains dans le sang de leur mère. une mère de 6 enfants victime de la folie de pouvoir. L'un des enfants a dit « Le méchant monsieur fait du mal à maman ». Puis, un lit conjugal transformé en lit de mort. Il est devenu ivre de pouvoir. On se dit que tout cela n'est pas très crédible. Bonjour, je suis Christopher Mason. Dans Petit meurtre entre riches, les basses besognes sont rarement exécutées par le maître de la maison. S'il faut se salir les mains, la tâche est confiée au petit personnel. Et le meurtre entre logiquement dans cette catégorie. Nous sommes sur le parcours de golf du Country Club, un sanctuaire pour les plus fortunés dont le seul souci est la trajectoire de leur prochain swing. Il était membre du country club le plus chic. Il avait acheté une maison de plusieurs millions de dollars. Il adorait afficher sa richesse. Alan Blackthorne, millionnaire parti de rien, semble vivre dans l'insouciance la plus complète. Pourtant, une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête. De nombreuses affaires sont conclues dans la discrétion sur un terrain de golf. Un parcours de 18 trous est une occasion privilégiée pour comploter en toute sérénité. Et les problèmes trouvent toujours une solution. Allen a une épine dans le pied et il veut la retirer. Pour de bon. Alan Blackthorne est un individu très louche. Il a une personnalité sombre, celle d'un comploteur et d'un escroc. À première vue, il mène une vie de rêve avec sa femme et ses 2 enfants, installés dans une magnifique maison de San Antonio, au Texas. Il ne manque pas d'argent. Il était très riche, c'était un millionnaire. Il avait vendu le brevet d'une invention médicale et il récoltait les intérêts. Regarde ça. Chaque année, il touchait près de 750 000 $. Une somme amplement suffisante pour alimenter sa passion pour le golf. Superbe coup. Mais Allen est hanté par un autre problème. Après un divorce pénible, il craint de perdre la garde de ses 2 filles au profit de Sheila, son ex-femme. Alan Blackthorne était obsédé par le pouvoir et le contrôle. L'idée que son ex-femme pouvait lui prendre ses enfants après avoir recommencé une nouvelle vie était complètement inacceptable. Malgré son argent et son influence, il ne supportait pas ce sentiment d'impuissance. Vous êtes prêts pour la photo, les enfants? Depuis son divorce 10 ans plus tôt, Sheila Belush s'est remariée et a eu des quadruplés. Tout le monde sourit. Stevie et Daryl, les 2 filles de Allen, vivent aussi avec elle, à Sarasota, en Floride. Sheila a grandi dans une famille heureuse. Elle a connu Allen alors qu'elle travaillait en tant que secrétaire juridique. Mais leur mariage a vite tourné au cauchemar. Alan, mon chéri, les Johnson nous invitent à dîner. Hors de question. Le mariage n'a duré que quelques années. Le divorce, en revanche, s'est éternisé. La bataille pour la garde des enfants a été très âpre. Je te déteste! Il a accusé Sheila Belush de tout et son contraire. Mais chérie, on est de la même famille. Sheila gagne et obtient la garde de ses filles. Mais elle ne connaît Allen que trop bien et sait qu'il déteste perdre la face. Sheila a tellement peur de son ex-mari qu'elle décide de quitter la ville immédiatement, sans demander son reste. Ils sont partis pour la Floride sans laisser d'adresse. Ils ne voulaient pas qu'Allen les retrouve. Elle essayait de reconstruire une vie stable et heureuse pour ses enfants. Nous sommes le 4 novembre 1997, dans la nouvelle maison de Sheila Belush, en Floride. Stevie, sa fille de 13 ans, rentre de l'école. Maman, je suis là. Elle pénètre dans la maison et appelle sa mère, mais ne voit rien. Maman?
Elle voit les quadruplés qui courent partout. Mon chéri, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les enfants avaient laissé des empreintes de pieds et de mains dans le sang de leur mère. L'un des enfants a dit « Le méchant monsieur fait du mal à maman ». Le corps de Sheila Belush est étendu sur le sol de la cuisine. Il y avait une très grande quantité de sang sur le sol. Sheila Belush avait été abattue, puis avait eu la gorge tranchée. Le spectacle était insoutenable. Oh mon Dieu! Les gosses sont ici depuis des heures. Une vision d'horreur qui laisse perplexes les enquêteurs. Quel est le mobile? Qu'est-ce qui s'est passé? Un cambriolage qui a mal tourné? Une agression sexuelle suivie d'un meurtre? On dirait qu'elle a essayé d'appeler quelqu'un. À ce stade-là, on ne savait rien du tout. Blessure défensive, lacération à la gorge. Quand une femme mariée est tuée, les soupçons se portent immédiatement sur son mari. Il va sans dire que le mari devient automatiquement le suspect numéro 1. La police appelle le nouveau mari de Sheila sur son lieu de travail. Ils lui ont tout raconté. Et il a perdu les pédales. Il s'est mis à délirer. Il voulait que les officiers de police prient avec lui. Le mari est dévasté. Il possède par ailleurs un solide alibi. Il a dit aux enquêteurs où il avait pris le déjeuner. Et il avait un reçu. Ils se sont rendus sur place pour confirmer ses dires. Il était donc clair qu'il était à près de 150 km de là au moment du meurtre. Stevie, la fille de Sheila, pointe son doigt dans une autre direction. Tu as une idée de qui a pu faire ça? Je sais qui a fait ça. Les premiers agents qui se sont rendus sur place ont demandé à Stevie si elle savait qui était le coupable. Et elle leur a dit oui. Mon père! Alan Blackthorne! Ton père? Allez, viens, ne restons pas ici. Le nom d'Alan Blackthorne est en haut de la liste des suspects. Les différentes batailles légales qu'il a menées contre sa femme pour la garde des enfants se sont toutes déroulées dans une ambiance malsaine. Mais le jour du meurtre, plusieurs témoins oculaires assurent qu'il se trouvait, comme à son habitude, sur un terrain de golf. La piste s'essouffle rapidement. Mais une certitude persiste. Ce meurtre est l'œuvre d'un parfait amateur. Elle a été abattue. Et nous avons la douille. Ils ont retrouvé la douille, ils ont retrouvé la balle, ils ont retrouvé des empreintes sur le sèche-linge de la buanderie. Ces indices permettent aux enquêteurs de formuler une théorie sur le déroulement du meurtre. Le tueur, caché dans la buanderie, aurait surpris Sheila alors qu'elle venait faire une lessive. Il a utilisé un pistolet de calibre 45, enveloppé dans un torchon pour étouffer le son. Il a visé la tête. La balle a traversé la mâchoire en la brisant et est ressortie par le cou. Mais Sheila ne meurt pas sur le coup. Elle n'a qu'une idée, sauver ses enfants. Sheila s'est réfugiée dans la pièce adjacente, la cuisine. Le tueur l'a poursuivie. Il s'est emparé d'un couteau de cuisine. Elle s'est défendue, comme l'indiquent ses blessures au bras. Mais il a réussi à lui infliger 2 coups en travers de la gorge. Laissée pour morte, Sheila résiste jusqu'au bout. Je pense qu'elle s'est battue jusqu'au bout pour ses enfants. Elle avait une seule chose à l'esprit, ses bébés. Elle a rampé sur le sol de la cuisine et elle a réussi à attraper le téléphone sur le plan de travail. Puis elle a essayé de composer le 911.
Mais la mort était toute proche. Elle est décédée sans parvenir à les appeler. Peu de temps après, un voisin relance l'enquête en livrant de nouvelles informations. Il avait aperçu un type sortant d'une voiture de sport blanche. Il était habillé comme un soldat, avec une tenue de camouflage et des bottes de militaire. Visiblement, il détonnait dans le quartier. Le voisin note la plaque d'immatriculation du véhicule. Nous avons lancé la recherche. Aucun résultat en Floride. Alors ils ont recherché au Texas. Bingo, ils ont un nom. Il s'est avéré qu'un jeune homme du nom de Joey Del Toro conduisait la voiture. Même si la voiture était immatriculée au nom de sa grand-mère, il en était le seul conducteur. Elle nous a expliqué que Joey ne pouvait pas être en Floride au moment des faits, puisqu'il était en prison ce week-end à Austin, au Texas. Et il purgeait une peine aménagée suite à une infraction mineure. Mais lorsque la police appelle la prison, la Libye s'effondre. Nous avons découvert que Joey s'était pointé pour dire qu'il ne pourrait pas passer le week-end en prison. Il a dit qu'il devait assister à l'enterrement d'un membre de sa famille. Une peine de prison évitée sous un faux prétexte. Sa voiture repérée dans un état voisin sur les lieux d'un meurtre atroce. De toute évidence, la police a beaucoup de questions à poser à Joey Del Toro. Pour la population de Sarasota, en Floride, Sheila Belush était la maman des quadruplés, une mère au foyer très occupée à élever sa famille. En novembre 1997, son meurtre choquant fait la une des journaux. Une voiture suspecte repérée dans le quartier conduit les enquêteurs jusqu'au Texas, sur la piste de Joey Del Toro, un petit délinquant sans envergure. Ils ont retrouvé sa voiture en moins de 24 heures. Elle était à Austin, garée devant l'appartement de l'une de ses nombreuses petites copines. Âgé de 21 ans, Joey Del Toro est une ex-star du football. Grâce à son charme et à son physique, il cultive une image de séducteur. Malheureusement pour lui, il connaît tout autant de succès en tant que criminel. Désormais, ce ne sont plus les filles qui lui courent après, mais les policiers. La fouille de la voiture a permis de découvrir une carte de Sarasota et une note gribouillée par le caissier d'un supermarché lui indiquant le chemin. Il y avait aussi la clé de la chambre du motel où il était resté à Sarasota, ainsi qu'une serviette de bain. Nous avons aussi retrouvé l'arme du crime. Il y avait tout ce dont nous pouvions rêver. Il n'avait pas cherché à se débarrasser de quoi que ce soit. Nous n'avions pas affaire à un génie du crime. Les enquêteurs déterminent également que l'empreinte digitale retrouvée dans la buanderie est la sienne. Ils tiennent leur homme. Mais à la dernière minute, le séducteur est sauvé par une de ses prétendantes qui lui annonce la venue de la police. Il parvient à s'enfuir pour le Mexique. Mais là encore, il commet une erreur. Un coup de fil. Nous avons découvert qu'il avait contacté son cousin, Sammy Gonzalez, qui vivait à San Antonio. Et le cousin Sammy a la langue bien pendue. Nous avons très vite découvert, en l'interrogeant, que Sammy Gonzalez était au courant du meurtre commis par Joey Del Toro. Il savait que son cousin était allé en Floride, à Sarasota, pour exécuter Sheila Belush. Mais pourquoi un jeune homme de 21 ans parcourrait près de 2000 km, traversant 4 États, pour abattre une femme qu'il ne connaît pas? Pourquoi son adresse est inscrite sur un bout de papier retrouvé dans sa voiture? Le cousin de Joey, Sammy, détient toutes les réponses.
J'ai un boulot pour toi. Il a dit qu'il avait pris part au projet du meurtre de Sheila par l'intermédiaire de Danny Rocha, un escroc et bookmaker de San Antonio. Tu y vas, tu fais le boulot et tu te tires. Point barre. Ensuite, il nous a expliqué qu'à la source de cette histoire, il y avait un ami de Danny Rocha, un golfeur, qui cherchait à éliminer son ex-femme. L'ami golfeur de Danny Rocha connaît très bien Sheila Belush, puisqu'il s'agit de Allen Blackthorne. Ils jouaient au golf dans le même country club. Danny Rocha jouait très bien au golf. Et Allen adorait parier. Ils passaient donc beaucoup de temps ensemble sur le terrain de golf. Allez, on se tire. Allen et Danny avaient coutume de parier plusieurs milliers de dollars lors de leur partie de golf. Les deux hommes deviennent intimes. Mais un jour, Allen fait grimper les enchères et décide de se venger de son ex-femme. Au départ, il ne s'agissait que de lui faire peur. Selon Danny Rocha, voilà la teneur des premières conversations entre les deux hommes. Je veux lui donner une leçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais au fil de la conversation, il est fait mention d'une solution plus radicale et satisfaisante. Je ne pense pas qu'il voulait vraiment la garde de ses enfants. Il voulait juste triompher. Et pour triompher, il y avait cette solution, cette alternative. Les enquêteurs n'ont aucun doute sur l'identité du commanditaire du meurtre. Mais sans la collaboration de son partenaire de golf, Danny Rocha, les chances de prouver sa culpabilité sont minces. Blackthorne affirmait depuis le début de l'enquête qu'il n'y était pour rien. Selon lui, Danny avait décidé de prendre les choses en main pour se faire bien voir et dans l'espoir d'une récompense financière. Nous savions que Allen avait engagé Danny Rocha. Donc pour coincer Blackthorne, nous devions passer par Rocha et lui faire cracher le morceau. Danny Rocha, un joueur invétéré, n'a qu'une seule carte en main. Son témoignage contre Allen Blackthorne. En échange d'informations sur Allen Blackthorne, il souhaitait éviter la prison. Rocha négocie un accord avec les enquêteurs. Mais la petite main paye le prix fort. Alors que sa pathétique carrière de tueur à gages prend fin, Joey Del Toro est extradé du Mexique pour répondre de ses actes. Le dossier à charge contre Del Toro était en béton armé. Il a plaidé coupable et a été condamné à la perpétuité. Dans une déposition rédigée après avoir plaidé, il détaille tous les faits. Sammy a aussi passé un accord avec le procureur et a plaidé coupable. Il a été condamné à 19 ans de prison. Deux hommes ont bien été enfermés pour leur rôle dans l'effroyable meurtre d'une mère de 6 enfants. Mais que devient le cerveau de cet odieux crime ? Eh bien, il travaille sereinement son swing dans le cadre idyllique de son country club. La vie d'Allen Blackthorne suit son cours. Il est remarié, il a 2 jeunes garçons, une magnifique maison et il s'adonne à sa passion, le golf. Il est persuadé qu'il est tiré d'affaire. Mais Allen n'est pas infaillible. Allen était un escroc, et les escrocs se croient toujours plus malins que tout le monde. Grossière erreur. Alors qu'Allen passe son temps sur les terrains de golf, les enquêteurs cherchent la faille et se penchent sur le droit fédéral. La loi fédérale stipule qu'il est interdit d'inciter quelqu'un à traverser la frontière d'un État dans le but d'intimider ou de harceler un ex-conjoint. Parallèlement, Danny Rocha décide de collaborer avec la justice. Pour Allen Blackthorne, c'est la fin de la partie. Il venait de finir un parcours et les policiers l'ont appréhendé sur le parking du club de golf.
Il avait convaincu Danny Rocha de faire le sale boulot à sa place. Alan Blackthorne, le millionnaire, l'homme à succès, était persuadé que personne ne croirait un type comme Rocha, un arnaqueur et un bookmaker. Il a engagé des avocats pour le défendre, pensant que son argent et son intelligence pouvaient triompher de tout. Allen a toujours été certain qu'il éviterait la condamnation. Mais cette fois, la chance ne lui sourit pas. Il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. C'est un véritable sociopathe qui ne vit que pour le pouvoir et le contrôle. Il pensait détenir toutes les cartes. Il n'a jamais exprimé le moindre remords. Alan Blackthorne était suffisamment riche pour prendre sa retraite à 40 ans et consacrer sa vie au golf. Mais son obsession pour la vengeance n'a jamais cessé de le poursuivre. Je suis persuadé qu'aujourd'hui encore, assis sur le banc de sa cellule et loin des gazons de son country club, la haine brûle encore au fond de son cœur. Tout de suite, dans Petit meurtre entre riches, Il est devenu ivre de pouvoir. sexe et meurtre en bord de mer. La scène était terrifiante, il n'y a pas d'autre mot. Un meurtre singulier entraîne une cascade de révélations. Qui est capable d'une telle chose? Sydney en Australie. Ses yachts majestueux, ses villas somptueuses, son ciel bleu. Si votre compte en banque est bien rempli, vous avez tout pour être heureux. Les maisons avec vue panoramique sur le port de Sydney sont parmi les plus chères du monde. Un véritable paradis sur Terre où les stars du cinéma côtoient les grands patrons. Mais derrière les immenses baies vitrées se trouvent parfois des visions de cauchemar. Nous sommes le dimanche 26 janvier 1986. Le soleil se couche. Quelque chose se trame dans les ténèbres. Ce soir-là, j'étais en patrouille. J'ai été appelé pour une fusillade. Dave Christie est le premier policier sur place. À l'intérieur de la maison de luxe en bord de mer, il découvre le corps d'une femme sur son lit. La scène était terrifiante, il n'y a pas d'autre mot. Beaucoup de sang. Une quantité invraisemblable. Un homme est agenouillé à côté du lit. Ça faisait beaucoup d'éléments d'un coup. Nous nous posions beaucoup de questions. Veuillez reculer. Qui était ce type à genoux à côté du lit? Tout va bien? Oui, je vais bien. Nous l'avons éloignée du lieu du crime. Nous pensions qu'elle était peut-être encore en vie. Mais il est trop tard. Juste sous son oreille, 2 trous rouges. Les 2 balles qui l'ont tué. Où étiez-vous quand c'est arrivé? Je dormais. L'homme semble déboussolé. Il affirme que la victime est sa femme, Megan. Je l'ai fait s'asseoir pour lui poser des questions et je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a dit qu'il était propriétaire d'un hôtel à Manly, le Manly Pacific. C'est un hôtel très connu. Donc j'ai su que nous avions affaire à quelqu'un d'important. Je me pointe et là je vois ma femme. S'il possède un hôtel de cette taille, il doit être sacrément riche. Cet homme est Andrew Kalesic, un propriétaire millionnaire. Il a construit le plus grand hôtel sur la côte de Sydney, le Manly Pacific International. Andrew Kalesic était le fils d'immigrants yougoslaves, venus en Australie sans argent. Ils étaient de gros travailleurs et ont gagné beaucoup d'argent. Grâce à leur petit restaurant de fruits de mer, les Kalesic amassent une petite fortune. Très jeune, Andrew Kalesic a travaillé dans la cuisine des restaurants familiaux, épluchant des pommes de terre pendant des heures. Il gardait toujours à l'esprit l'avenir brillant qui l'attendait.
Il a eu l'idée géniale de cet hôtel de luxe. L'inauguration de l'hôtel a été un événement important pour le gratin de Sydney. Les limousines arrivaient, les célébrités affluaient. Dès le début, cet hôtel a généré des millions de dollars. Andrew Kalesic avait gravi les échelons de la société en travaillant. Parti de rien, il était devenu millionnaire. Mais aujourd'hui, le millionnaire glamour foule un tapis rouge bien différent. Nous étions face au meurtre de la femme d'un millionnaire célèbre, abattu dans son sommeil, pour une raison inconnue. Steve Barrett, reporter chevronné, flaire un bon sujet. Le lendemain, j'ai interviewé plusieurs des enquêteurs pour le compte d'une chaîne de télévision. La direction dans laquelle le tueur a pris la fuite est aussi troublante que le crime lui-même. Les premières informations que nous avons eues, tout comme la police, reprenaient la version du mari, Andrew. Selon lui, un homme armé était entré dans leur maison, passant par le balcon et par une baie coulissante. Se tenant dans un coin de la pièce, il avait tiré, bang bang, 2 coups de feu sur Megan, sa femme, et bang bang, 2 coups de feu à sa place à lui. Ces balles avaient fini dans l'oreiller. Il se serait réveillé et bang bang aurait entendu les 2 premières déflagrations. Et il aurait eu la présence d'esprit de se laisser tomber du lit, échappant ainsi à la mort. Une véritable tentative d'assassinat. Megan, Megan! Au secours! Au secours! Au secours! Selon la police, M. Kalesic a beaucoup de chances d'être toujours en vie. Les rumeurs vont bon train. On parle de rivalité au sein de la communauté croate de Sydney, ou d'un concurrent d'Andrew, jaloux de son succès. Les 2 balles qui l'ont manqué de peu laissent penser qu'il était la cible de l'attentat. Mais personne ne comprend qui a voulu éliminer Megan. C'était une mère dévouée et une personne formidable. Tout le monde aimait Megan. Même si elle était très riche, il est apparu qu'elle était en réalité très modeste. C'était une femme très timide, toujours de bonne humeur et très généreuse. Lors de son enterrement, Andrew manifeste une très grande émotion. Les photographies de la cérémonie font le tour des journaux télévisés. Policiers en civil et en uniforme ont assuré la sécurité d'Andrew Kalesic, sorti de sa cachette pour assister à la cérémonie. Une femme, membre de la haute société de Sydney, est abattue dans son sommeil et son mari parvient à déjouer la mort en se laissant tomber du lit. Cette affaire était sensationnelle. Dans une petite ville de banlieue, un criminel endurci suit les informations d'un œil agacé. Dans le milieu, on l'appelle Black George. Cette histoire commence à l'énerver. Et dans le milieu, tout le monde sait qu'il ne faut pas énerver Black George. Il a dit « J'ai des informations. À l'origine, le contrat était pour moi. » À 10 km de Sydney et à des milliers de kilomètres des soucis. Telle est la devise de Manly, petite ville balnéaire en banlieue de Sydney. Le 27 janvier 1986, Megan Kalesic est abattue dans son sommeil. Le maire invente une nouvelle devise. Manly vient de perdre son innocence. Manly est une ville tranquille, alors ce meurtre horrible nous laissait penser qu'il y avait un maniaque en liberté. Dave Christie est un des premiers policiers à se rendre sur place. Ça va mon gars?
Oui, tout va bien. Qui êtes-vous? Andrew, le mari de Megan, tente d'expliquer ce qui vient de se passer. Il nous a dit que quelqu'un était entré et avait tiré sur sa femme. En me réveillant, j'ai entendu bang, bang, 2 coups de feu. Il s'est jeté hors du lit. Je me suis laissé tomber par terre. Mais le doute s'installe rapidement dans l'esprit des policiers. Dès le début, l'histoire semblait singulière. Mais c'est plus tard dans la soirée, lorsque nous tentions de retracer le fil des événements, qu'on s'est dit tout cela n'est pas très crédible. Une des policières remarque que le millionnaire se frotte ostensiblement les yeux comme s'il pleurait. Pourtant, en y regardant de plus près, elle s'aperçoit que ses yeux sont secs. Il n'avait pas l'attitude de quelqu'un qui vient de perdre sa femme, abattu alors qu'elle était allongée à côté de lui. Si Andrew Kalesic était bel et bien la cible du tueur à gages, pourquoi ne pas l'abattre en premier? Pourquoi faire tout le tour du lit et viser précisément Megan? Un autre élément soulève des questions. 2 semaines avant le meurtre, Megan avait subi une agression alors qu'elle rentrait chez elle. Qu'est-ce que vous voulez? Un homme masqué l'avait frappée à la tête avant de prendre la fuite, sans dire ni voler quoi que ce soit. Quelques jours après la mort de Megan, les enquêteurs piétinent. Le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une célèbre figure du milieu à Sydney, Black George. Il a appelé un inspecteur qu'il connaissait bien et lui a dit « J'ai des informations. À l'origine, le contrat était pour moi. » Black George affirme qu'il a pris Megan en filature jusqu'au supermarché. Et alors qu'elle achetait une laitue, il a croisé son regard. Elle lui a souri chaleureusement et il s'est demandé pourquoi quelqu'un voudrait commanditer le meurtre d'une femme aussi charmante. Il a très vite flairé les embrouilles. Mais de toute façon, il ne s'occupait pas des affaires conjugales, ce qui était le cas ici. Black George refuse le contrat, mais les clients lui achètent une arme à feu, celle qui servira au meurtre de Megan. Il a appelé la police, car il était furieux que son arme ait servi à tuer Megan Kalesic. Oui, c'est moi qui lui ai vendu, mais je n'ai tué personne. Il ne voulait pas se faire coincer pour complicité de meurtre. Black George livre alors le nom d'un homme qui pourrait bien en savoir long sur ce meurtre. Un suspect improbable, Bill Vandenberg. Bill Vandenberg n'avait pas eu de chance dans la vie. Depuis un accident dans une aciérie, il boitait. Et il n'avait jamais été heureux en amour. Les enquêteurs décident alors d'interpeller Bill Vandenberg. Ils débarquent chez lui très tôt le matin et tombent sur ce type. Il a l'air un peu déboussolé, mais il leur dit « C'est moi qui l'ai tué ». Bill raconte comment il a agressé Megan près de son domicile 16 jours avant le meurtre. Il s'agissait d'une de ses 5 tentatives de meurtre sur Megan. Elle jouait avec ses clés. Quand il s'est approché d'elle, elle a cru qu'il s'agissait d'un de ses fils qui lui faisait une blague. Mais ce n'est pas une blague. À bout portant, Bill appuie sur la gâchette. Mais le fusil est enrayé. Alors il décide de lui asséner un coup sur la tête. Le silencieux est tombé par terre et a roulé, quelque part dans le jardin. Alors il a paniqué et a pris la fuite. Les jardins élégants en bord de mer abritent bien souvent de magnifiques roses ou de rares spécimens d'orchidées.
Mais les parterres de fleurs des Kalesic contiennent un autre trésor, la preuve d'un complot criminel. En apprenant tous les détails, la police a dépêché sur place une équipe de recherche. Les officiers ont fouillé dans les buissons et ont effectivement retrouvé le silencieux. Tous les éléments concordent. Cet homme fébrile et taciturne serait donc bien le meurtrier de Megan Kalesic. Bill Vandenberg est un assassin malgré lui. Il n'avait pas de casier et il a vécu une vie étriquée sans se poser de questions. Tant et si bien qu'il s'est retrouvé manipulé. Mais qui est le commanditaire? La conscience d'un homme travaille sans cesse, mais celle de Bill Vandenberg faisait des heures supplémentaires. Il finit par donner le nom d'un homme, celui du responsable de la sécurité d'un hôtel prestigieux. Le propriétaire de cet hôtel n'est autre qu'Andrew Kalesic. Quand le chef de la sécurité est arrêté, Andrew Kalesic crie au scandale. Il adorait sa femme. Ils étaient mariés depuis 34 ans, jamais il ne lui aurait fait le moindre mal. Les policiers cherchaient à faire tomber Andrew Kalesic pour complicité de meurtre. Mais une femme vivant à Sydney détient un secret. Une boîte à chaussures remplie de lettres qui vont choquer tous ceux qui croyaient connaître Andrew Kalesic. On aurait dit les lettres d'amour d'un adolescent. En 1973, une jeune femme originaire de Sydney est amoureuse d'un séduisant homme d'affaires, Andrew Kalesic. Chère Lydia, ma chérie, tu me manques beaucoup. Tu es trop loin de moi. Lydia était une jeune Yougoslave employée comme serveuse dans un restaurant de poissons, le Kay Snaper. Andrew a été séduit par son innocence. Elle n'avait pas connu beaucoup d'hommes. Mais Andrew Kalesic est un homme marié. Comme il refuse de quitter sa femme, Lydia décide de partir pour le Brésil et lui brise le cœur. Il était très épris d'elle. Il n'y a qu'à lire les lettres d'amour qu'il lui a écrites et qu'elle a gardées dans une armoire. Reviens-moi, mon amour. On aurait dit les lettres d'amour d'un adolescent. Andrew la supplie de revenir en Australie. J'attends ton retour. Je t'aime. En septembre 1973, Lydia revient. Mais 6 jours plus tard, un étrange événement se produit. Il est passé prendre Megan. Il se dirigeait vers la maison en voiture. C'était une route sinueuse de Manly et bien sûr, comme nous sommes en bord de mer, elle longeait une falaise. La voiture se rapprochait du bord. Et à un moment, elle est montée sur le trottoir. Et alors que la voiture allait basculer, il a sauté hors du véhicule. Megan et son fils sont encore dans la voiture qui s'écrase sur la falaise. Ils en réchappent et l'affaire, classée comme un accident, restera sans suite. En 1988, Lydia met fin à ses relations avec Andrew. Mais les lettres révèlent une face cachée de son amant. Je ne suis pas moi-même sans toi. Son mariage est un cauchemar depuis plus de 15 ans. Il apparaît clairement que Andrew Kalesic voulait vivre une autre vie. Bon, Andrew, je te montre l'arme. Les preuves s'accumulent contre Andrew Kalesic. Son responsable de la sécurité a été arrêté pour avoir engagé le tueur à gages qui a abattu Megan. Et il passe à table, établissant le lien entre Andrew et le meurtre. Ils ont carrément essayé l'arme, avec le silencieux, À 3. dans le bureau d'Andrew Kalesic. 3, 2, 1. Où est partie la balle? Elle est passée au travers. Des preuves très importantes ont été retrouvées.
Il y avait un coup de feu dans la plainte. J'ai vu le tireur debout et je me suis laissé tomber hors du lit, sur le sol. La version des faits d'Andrew Kalesic semble de plus en plus difficile à croire. Selon M. Kalesic, le tueur était entré par les grandes baies coulissantes de la chambre. Mais les baies coulissantes présentent une forte corrosion due à l'air marin. J'avais remarqué que les baies ne coulissaient pas très bien. Elle faisait un boucan infernal à cause de la rouille. Le bruit aurait sans aucun doute réveillé le couple. Pourquoi Andrew s'est-il jeté hors du lit? Il semblerait qu'il avait l'intention de se faire tirer une balle dans la jambe pour rendre l'histoire crédible. Mais comment être sûr qu'un tireur aussi peu expérimenté que Bill Vandenberg ne va pas vous abattre par mégarde? Condamné pour meurtre et enfermé à perpétuité, Bill Vandenberg est rongé par les remords. Il a abattu une femme innocente pour la somme de 15 000 $. Son témoignage sera crucial pour faire tomber Andrew Kalesic. Bill Vandenberg voulait par-dessus tout que justice soit faite. Il regrettait son geste et voulait dire la vérité. Quelques jours seulement après son témoignage dans le procès de Andrew Kalesic, Bill Vandenberg se donne la mort en prison. Il a tout reconnu et il s'est donné la mort en prison parce qu'il ne supportait pas d'avoir commis ce crime. Il était profondément désolé d'avoir pris la vie d'une personne si belle et si innocente. En 1988, après 3 mois de procès et seulement 5 heures de délibération, Andrew Kalesic est reconnu coupable de meurtre par le jury. Kalesic refuse le verdict. Depuis sa cellule, il collecte des fonds et organise une campagne pour casser le jugement. L'homme a tellement d'emprise sur la ville de Sydney qu'une enquête judiciaire est ouverte. Mais la commission qui est nommée le déclare également coupable. Andrew Kalesic est condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa femme Megan, avec une peine de sûreté de 25 ans. Je pense qu'il est devenu ivre de pouvoir. Si vous n'êtes pas heureux en mariage, divorcez. Ne prenez pas la vie d'une femme innocente comme il l'a fait. C'est une triste histoire. L'argent est un mirage. Quand on en a beaucoup, on pense que tout peut s'acheter. Alan Blackthorne a organisé le meurtre de son ex-femme sans quitter son terrain de golf. Et Andrew Kalesic a misé sur le mauvais cheval pour faire le sale boulot. Trop riches pour se salir les mains, ils ont confié leur basse besogne au petit personnel. Je suis Christopher Mason. À la prochaine fois dans Petit meurtre entre riches.